quelqu'un sous ma vidéo du vrai et du faux m'a écrit ce commentaire qui est tout à fait intéressant. C'est quand je dis un brin d'herbe, une fleur, un nuage, eh bien qu'est-ce que c'est ce un? Peut-être que le un n'existe pas et n'est rien. Ou n'est qu'une idée dans la tête. Et il dit oui mais du coup tu doutes du un et pourquoi est-ce que tu doutes pas de la vérité? Bah effectivement il faut douter de la vérité. Quand je dis la vérité, qu'est-ce que c'est? Et en fait ce doute qu'on peut avoir sur le 1, pourquoi je le fais sur le 1? Parce que les mathématiques, beaucoup de gens considèrent que c'est la vérité. Et c'est pour ça que je l'attaque au 1. Mais en réalité tous les mots du langage sont comme cela. C'est-à-dire que tous les concepts, et j'espère que j'en ai assez parlé, tous les concepts peuvent être remis en doute. Et peuvent ne pas nous correspondre à rien. Et c'est là qu'il y a une des grosses attaques qui est faite contre les sceptiques. C'est oui mais si tout ça ne signifie rien, si tout ça n'est pas vrai, pourquoi est-ce que tu parles? Et comment est-ce que ta démonstration que tout ça n'est pas vrai est-elle vraie si tout ce que tu as utilisé pour faire ta démonstration n'est pas vrai? C'est une sorte de... c'est un problème logique, mais sauf que les sceptiques ils s'en foutent, ils ont démontré que ça servait à rien de faire la logique. Mais la réponse à ça, c'est bah, je dis pas ces choses pour la vérité, je dis pour la volonté. C'est-à-dire que j'ai une volonté de dire ces choses. Et c'est tout. Et c'est là qu'on rentre dans des choses qui peuvent souvent agacer les gens, enfin agacer certaines personnes. C'est que le discours du sceptique n'a pas de souci de la vérité. Parce que le sceptique ne croit peut-être pas en la vérité. Et donc ça crée une espèce d'interrogation étrange. Et c'est ce qui fait que les rationalistes sont en réalité très opposés aux sceptiques, à mon avis. C'est que les rationalistes veulent la vérité, veulent tendre vers une vérité par la réflexion, par la construction mentale. Là où le sceptique, eh bien, il ne croit pas en la vérité. Il ne croit pas que ce soit quelque chose d'atteignable. Il ne croit pas que tout ça soit atteignable. Et donc, qu'est-ce qui anime les choses dans le monde? Ben, c'est d'autres choses que la recherche de la vérité, ou le vrai. C'est des forces comme ça, peut-être toutes contradictoires les unes les autres, peut-être toutes différentes les unes des autres, des forces comme ça qui animent les choses, ou des volontés, et je trouve que ce terme volonté marche très bien, qui est utilisé par Schopenhauer et par Nietzsche, mais par d'autres. Des volontés comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je défends la vérité que je vais te contredire, c'est parce que j'en ai envie. Et je pense qu'en réalité, même ceux qui soi-disant défendent une vérité comme ça, eh bien en réalité c'est juste des volontés, sauf qu'ils sont dupés dans une espèce de jeu de croire qu'ils défendent la vérité comme ça transcendante, sans même se rendre compte qu'ils sont en train de défendre un truc transcendant, supérieur, ou de l'ordre presque du divin. Ça mitraille parce que j'habite à côté d'une zone de guerre. Je viens de voir une vidéo de Latron Chambier qui se nomme Comment réagir à l'irrationnel. C'est une vidéo où toute une série de personnes va nous expliquer comment est-ce qu'on doit réagir quand un de nos proches commence à penser des mauvaises choses, commence à penser à des choses non vérifiées, des choses irrationnelles. Et il ne précise pas exactement quel type de choses, mais on entend un peu de complotisme, un peu de spiritualité New Age, un peu tout un panel de choses, mais globalement il ne précise pas, mais c'est les mauvaises choses, les choses auxquelles on ne doit pas croire à ça. Et ils vont nous expliquer comment on doit parler à un ami qui se met à croire à ces choses-là. Ils nous disent comment on doit parler et réussir à instaurer, pour la plupart ils préconisent ça, instaurer le doute dans la croyance de l'autre. C'est le doute méthodique, ils vont essayer de l'instiguer dans la pensée de l'autre. Ils vont injecter du doute méthodique. Et ils appellent ça la méthode sceptique ou la méthode critique. C'est une méthode dogmatique pour faire plier les dogmes des autres. Pour quelle raison je dis ça? C'est qu'une vraie méthode sceptique, un vrai sceptique, s'il est confronté, par exemple, son cousin arrive
Mon cousin arrive, et il me dit « Ah, je crois que les nuages sont le souffle de Jupiter. » Un vrai sceptique, évidemment qu'il va finir par mettre en doute ce que son cousin lui dit. Mais la première chose qu'un sceptique fait, c'est cette pensée que les sceptiques ont, qui décrit ce qu'est un sceptique. Il va d'abord se dire, lui, tiens, peut-être que tout ce que j'ai pensé jusqu'ici était mensonge. Peut-être que les nuages ne sont pas des gouttes d'eau. Peut-être que l'autre a raison. Peut-être. Il va tout remettre en doute. Et c'est ça, un sceptique. Un sceptique, il va pas partir du principe qu'il a raison. Quelqu'un qui part du principe qu'il a raison pour expliquer à l'autre comment avoir du doute sur la croyance de l'autre, ça s'appelle un dogmatique. C'est quelqu'un qui a un dogme. Il croit qu'il a la vérité, qu'elle n'a pas à être remise en question, et donc il est dans son droit et dans son devoir, surtout s'il est rationaliste. S'il est rationaliste, c'est-à-dire qu'il a réussi à construire le vrai dans sa tête, il est de son devoir d'instiguer le doute dans les croyances de l'autre. Mais ça, je vous le dis, ce ne sont pas des sceptiques, ce ne sont absolument pas des sceptiques. Le scepticisme, ce n'est pas ça, c'est même l'inverse. Le scepticisme, voyant son cousin qui arrive et qui lui dit que les nuages sont le souffle de Jupiter, eh bien le sceptique, il va tout remettre en doute. À commencer par sa propre croyance à lui, à savoir ce qu'il considérait comme la vérité avant que son cousin vienne lui informer qu'il s'agissait du souffle de Jupiter. Évidemment qu'au final, il va aussi remettre en doute le souffle de Jupiter. Mais la première étape, et celle qui fait que cette personne peut être appelée sceptique, c'est le doute qu'il a envers ses propres croyances. C'est la démarche qu'il a de réévaluer toutes ses croyances et de les mettre en doute. Et là, évidemment, dans cette vidéo de la tronche en biais, il n'est pratiquement pas du tout fait question du doute qu'on peut avoir, nous, quand un Jean complotiste d'internet vient nous dire une bêtise. Il est évident qu'on a la vérité. Il n'y a même pas à le préciser. C'est ça qui est dit dans leur vidéo. Mais ça, ce n'est pas du scepticisme. Pas du tout. La première étape d'un esprit critique et d'un esprit sceptique, c'est de mettre en doute sa propre croyance. Sinon, c'est du dogme. Ça s'appelle du dogme. C'est du dogmatisme. Il y a une vérité qui est établie et non discutable, c'est un dogme, c'est du dogmatisme. Si on part du principe que nos croyances sont la vérité, et que donc, quelles que sont les croyances qui viennent à nous, elles sont fausses, et ce sont des croyances, et méritent d'être traitées comme des croyances, contrairement à ce que nous, on sait, qui n'est pas une croyance, qui est la vérité, eh bien ça s'appelle du dogmatisme. Et bon, j'attaque pas toute cette vidéo, il y a quelques soupçons, mais c'est vraiment léger, extrêmement léger, quelques soupçons parfois de remise en question, mais même pas vraiment, pour des gens qui se prétendent l'esprit critique. Il y a vraiment pas grand chose. Et donc voilà, je vais vous dire, en réponse à que faut-il dire quand l'un de vos amis est irrationnel? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire pour qu'il se sorte de cette vilaine secte irrationnelle? Bon, eh bien moi je vais vous dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à ce pauvre ami qui est un rationaliste dogmatique, qui croit que la raison peut atteindre la vérité et que donc il a la vérité puisqu'il a utilisé sa raison et donc il est dogmatique, mais on l'a persuadé par tout un tas de vocabulaire qu'il n'était plus dans le dogme, qu'il était sceptique. On l'a associé sceptique à ça, alors qu'on est dans le pur dogme. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à cet ami pour qu'il se saute de ce vilain dogme sectaire qu'est le rationalisme? Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire à un rationaliste. Et bon, les choses que je vais vous dire, c'est des choses qui moi-même, dans ma propre pensée, m'ont permis de réfléchir au rationalisme. Alors je sais pas si c'est des choses qui marchent à dire à quelqu'un, mais je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir semer comme des graines. Et ça fait partie des choses dont ils parlent dans leur vidéo, l'idée de semer la graine du doute chez l'autre. Bon, et bien on va le faire pour les rationalistes aussi. Première graine, enfin il y en a plusieurs, mais peut-être qu'elles seront trop compliquées parce que c'est extrêmement compliqué d'être
sceptique au point de remettre en doute le rationalisme, ce qui est le vrai scepticisme. Bon, une des premières graines qui peut être intéressante, et une qui moi personnellement me creuse beaucoup la tête, c'est déjà tout ce qui est autour des chiffres et des nombres. Les rationalistes adorent les mathématiques, puisque les mathématiques disent la vérité. 1 plus 1 est égal à 2, c'est la vérité. Eh bien, on peut attaquer avec quelque chose de très fort, c'est poser la question, mais qu'est-ce que c'est le 1? C'est quoi le 1? Est-ce qu'il existe? Et les rationalistes ont toujours cette tendance à dire, oui, je crois aux choses qui existent vraiment, les choses qui existent vraiment. Et on va lui demander qu'est-ce que c'est le 1. Et il va dire, le 1, bah, c'est toutes les choses qui sont 1. Et puis, il va rien trouver qui n'est 1. Tout autour de nous, les choses ne sont jamais une. Toutes les choses sont redivisibles. Toutes les choses sont formées de regroupements de choses. Un œuf n'est jamais un œuf. Il y a l'intérieur de l'œuf, il y a la coquille, il y a des choses comme ça. Et on va pouvoir lui montrer que dans le monde autour de nous, les choses ne sont pas 1. Les chiffres, ça n'existe pas autour de nous. Ce n'est pas palpable. Et donc là, il va être obligé de se retrancher à ce qui est réellement le rationalisme, que les philosophes rationalistes savent très bien, et que les mathématiciens savent très bien, c'est que les chiffres, c'est une idée dans la tête. Et là va commencer à s'immiscer peut-être le début du scepticisme. C'est-à-dire que cette chose qui prenait pour la vraie science, la vraie chose, la raison comme ça, eh ben, est relayée à une idée dans l'esprit, et pas au monde. Et là, on va pouvoir commencer à lui dire, regarde, ces chiffres, ils sont une idée dans ta tête. C'est bizarre parce que tu semblais tout le temps à t'attaquer aux gens qui croyaient en des idées dans leur tête et pas aux vraies choses. Mais que sont ces chiffres? C'est étrange. Alors là, petit point histoire, c'est peut-être pas la chose à dire, mais les très grands mathématiciens de l'Antiquité sont des spiritualistes à 200%, vraiment, enfin à 200%, ils sont extrêmement spiritualistes. Et là, si c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, et à l'histoire de la pensée, on peut lui parler de Pythagore. Pythagore, qui par les mathématiques, devient mystique. Et c'est-à-dire que c'est même pas par les mathématiques qu'il devient mystique, c'est que les mathématiques et la mystique, c'est la même chose. C'est en percevant qu'il y a une vérité, que 1 plus 1 est égal à 2 et que c'est immatériel, c'est en faisant cette réflexion-là, et plein d'autres, surtout sur la géométrie, mais c'est le même type de réflexion, en percevant cela, que les mystiques de la Grèce antique, donc les grands mathématiciens comme Pythagore, se sont mis à devenir des mystiques. Et des mystiques au sens carrément que les soi-disant sceptiques rationalistes d'Internet attaquent. C'est-à-dire Pythagore croyait en la transmigration des âmes, il croyait en un monde immatériel qui existait au-delà de notre monde physique, et tout un tas de choses qu'on pourrait voir parmi les plus grands irrationnels. C'est un esprit irrationnel. Et là, vous voyez que pour le cas de Pythagore, c'est le rationalisme qui le mène à ces choses qu'on peut appeler irrationnelles à présent. Mais c'est totalement normal, pour une raison simple, c'est que le rationalisme est fondé sur une idée irrationnelle. Ça paraît contre-intuitif, mais le rationalisme ne se valide pas lui-même rationnellement. Il n'y a pas... Eh bien, là, on peut arriver à la deuxième étape. Si c'est quelqu'un de plutôt qui aime bien la logique, la construction logique, et en général c'est le cas, eh bien, on peut commencer à parler du deuxième problème. C'est un truc dont j'évoque souvent cette chose, c'est le problème du métalangage. Et Monsieur Phi a fait une série de vidéos qui s'appelle Le paradoxe de Lewis Carroll. C'est tout un tas de problèmes qui parlent du problème du métalangage. Le problème du métalangage, c'est que la pensée logique utilise un langage logique. Et ce langage logique permet des conclusions qui sont logiques. Si les prémices sont correctes et logiques, les conclusions seront correctes et logiques. Le problème de tout cela, c'est que tous ces langages logiques, pour être décrits, ils doivent utiliser un autre langage qu'eux-mêmes. Parce qu'au moment où on les décrit, ils n'existent pas encore, puisqu'on ne les a pas décrits. Et voyez bien que pour utiliser un langage logique qu'on comprend intégralement, il doit être décrit. Donc on doit décrire ce langage, dire quelles sont les propriétés de chaque
actions qu'on va faire avec le langage. Et pour dire ces actions, on doit le faire en un autre langage que ce même langage, puisqu'au moment où on le fait, ce langage n'est pas encore défini. Et c'est ce qu'on appelle le problème du métalangage. Oui, le problème du métalangage. C'est-à-dire que chaque langage logique repose sur un langage qui doit préexister pour l'expliquer. Et là, on peut soit se contenter du français, de l'anglais, etc., ou construire notre langage logique en un autre langage logique. Le problème, c'est que cet autre langage logique souffre à lui à son tour du problème des métalangages. Donc il y a une récursion comme ça à l'infini des langages, à tel point qu'aucun langage logique n'est basé sur la logique. Et les mathématiciens connaissent bien cette chose, on est obligé de postuler. À un moment, on doit dire « je crois à ça ». Je crois à ça. C'est une croyance irrationnelle. On est obligé de dire « je crois à ça ». Ça vient de nulle part. On ne peut pas établir logiquement cette première croyance. Les mathématiciens, en mathématiques, on appelle ça les axiomes. C'est les premières briques qu'on place pour ensuite pouvoir utiliser le langage mathématique. Les axiomes ne sont pas faits de mathématiques, car ils permettent derrière d'utiliser le mathématique. S'ils étaient faits en mathématiques, on se retrouverait avec des mathématiques qui ne sont pas décrites et donc ne sont pas utilisables. Mais là, peut-être que c'est un peu trop compliqué pour expliquer à quelqu'un. En réalité, vous savez quoi? Je me trompe. Je me trompe parce que là, je suis en train de vous décrire comment expliquer à un rationaliste dogmatique que son rationalisme est dogmatique. Sauf que les rationalistes qui deviennent dogmatiques, eh bien, je crois qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce que j'ai dit. Sinon, d'eux-mêmes, ils auraient pensé à ces choses. Et donc je me trompe peut-être sur la manière dont on doit expliquer les choses. Oui, on peut peut-être l'interroger, mais ça c'est une réflexion qu'on peut avoir avec lui, parce que c'est une réflexion interminable et interminée et qu'on peut avoir nous-mêmes. Enfin, toutes les réflexions, on peut les avoir aussi pour nous-mêmes. Mais sur la corrélation entre le vrai, qu'est-ce que le vrai? Quelle existence a le vrai? Souvent ces gens croient en un vrai, unique, qui dépasserait tout. C'est étrange, on peut commencer, et ces gens, souvent, sont des athées. On peut commencer à enquiquiner leur raisonnement, pas parce que ça nous amuse de les enquiquiner, oui, ça peut être parce que ça nous amuse de les enquiquiner, mais aussi pour nous-mêmes, même moi, en fait, tous les jours, je pense à ces choses, sur la corrélation qu'il y a entre le vrai, cette idée d'un vrai unique, et l'idée de Dieu. Est-ce que vraiment ils sont sûrs d'être athées quand ils croient en un vrai transcendant qui dépasse toutes les choses, comme ça, qui serait le vrai, unique pour l'univers? Est-ce que vraiment est-ce que toujours ils se considèrent comme rationalistes, alors avec des gros guillemets, parce qu'en fait ils mettent plein de choses qui ne sont pas le rationalisme sur ce mot qui est rationnel. Ils comprennent pas que rationnel, ça veut dire qu'il se passe dans la raison, qu'on peut se priver du monde pour faire le rationalisme. D'ailleurs, à tel point que c'est étrange d'avoir des chaînes qui défendent, entre gros guillemets, la science, attaquer les gens irrationnels. Parce que les sciences, pour beaucoup de scientifiques à l'heure actuelle, ça ne se passe plus par le rationalisme. Ça se passe par l'empirisme. Si les sciences, à l'heure actuelle, ont ce qu'on appelle des laboratoires, c'est parce qu'on a quand même bien balayé, bien mis de côté l'idée du rationalisme. La pensée rationnelle, on l'a quand même bien mis de côté. Enfin bien. C'est-à-dire que même dans les sciences qui sont utilisées là, dans les grandes villes pour produire des fusées spatiales, des avions, tout ce qu'on veut, si on fait des laboratoires, c'est pour faire de l'empirisme. C'est par empirisme qu'on travaille dans un laboratoire. Sinon, il n'y aurait que des bureaux de scientifiques. Les scientifiques se contenteraient de penser et de faire des calculs mathématiques. Ce qui est du rationalisme. Bon, alors là, je vais pas m'avancer sur les sciences modernes, parce qu'en réalité, c'est toujours un mix de rationalisme, c'est-à-dire de modèles théoriques, de mathématiques et d'empirisme. Et on essaie de faire des croisements entre les deux pour aboutir à quelque chose qui est le plus utile possible. Car en réalité, c'est l'utilité et la fonctionnalité d'une chose qui fait qu'on va la considérer comme entre guillemets vraie. Qu'est-ce que je voulais dire?
Peut-être que je me suis perdu, je ne me souviens plus. Ah oui, bah pour reparler de la vidéo de ma tronche en biais, c'est quand même incroyable, c'est qu'on a vraiment une structure dogmatique qui propose des outils assez fidèles pour aller semer le doute dans les dogmes des autres. C'est quand même vraiment... c'est incroyablement ironique de voir ce genre de truc, et ces gens s'appellent des sceptiques. C'est vraiment... c'est incroyablement ironique. Ah oui, j'avais une chose à dire. Parce qu'on pourrait me dire, et je me dis à moi-même, en fait, c'est plutôt je me dis à moi-même, parce que personne ne me l'a dit depuis que j'ai vu cette vidéo, je me dis à moi-même, je simule quelqu'un d'autre dans ma tête qui vient me dire des choses. Oui, mais tu peux vraiment avoir ton cousin qui rentre dans une secte que tu considères comme mauvaise pour lui. Effectivement, oui, tu peux vraiment avoir ça. Mais donc, si tu es vraiment un sceptique, tu vas rien pouvoir dire. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a un moment, si tu veux avoir des actions dans le monde, tu dois rompre ton scepticisme. Tu dois faire une sorte... Je sais que beaucoup de gens vont pas aimer ce mot, une sorte d'acte de foi. Mais c'est pas un acte de foi. C'est-à-dire que tu dois affirmer une chose tout d'un coup. Et c'est-à-dire que quand ton cousin rentre dans une secte, que tu veux pas qu'il rentre dans cette secte, c'est pas cette secte dit des mensonges, toi tu as la vérité. Ça, t'es dogmatique. Tu peux être dogmatique, c'est pas grave. Hein. C'est juste que t'as pas à te prétendre sceptique derrière. Mais tu vas dire non, moi je ne veux pas, je n'ai pas la volonté. Et en fait, tout ça va s'inscrire dans des volontés. C'est-à-dire que tu ne détiens pas plus le vrai que la secte. Et donc, c'est pas au nom de la vérité que tu vas empêcher ton cousin d'aller dans ta secte. C'est au nom de l'amour que tu as pour ton cousin. C'est au nom de la volonté que tu as que ton modèle soit celui pour ton cousin. C'est au nom de cette volonté. Et donc, on va avoir des affirmations de volonté. Tu vas aller lutter. Tu vas essayer de semer le doute dans la tête de ton cousin qui est en train d'être embrigadé dans une secte. Non pas au nom de la vérité, mais au nom de ta pure volonté à toi. Parce que tu considères qu'il est mieux pour ton cousin d'être ainsi. Mais là, effectivement, on est sorti du scepticisme. On est sorti du scepticisme par une affirmation de la volonté. Et c'est en réalité ce que font ces sceptiques de ma tronche en biais, etc. Enfin, ces soi-disant sceptiques. Quand à aucun moment tu as un doute sur ta propre vérité face à celle de ton cousin qui semble venir avec plein d'idées bizarres, c'est que t'es dans une idéologie, c'est tout. Enfin, c'est que t'es pas une idéologie, un dogme, c'est dogmatique. C'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est quand... Enfin non, rien n'est problématique en fait, c'est juste que il faut comprendre tout ça, il faut comprendre que... il faut comprendre que c'est très ironique et très ironique d'appeler une pensée extrêmement dogmatique. Enfin, non, on va pas dire extrêmement parce qu'il y a encore plus dogmatique. On pourrait avoir encore en plus tout le vocabulaire. Enfin non, c'est quand même très dogmatique. Mais ah, je me suis perdu. Voilà, je suis perdu. Les gros nuages qui sont, comme chacun le sait, le souffle de Jupiter. Bon, moi je suis pas, enfin je crois pas être dogmatique. En tout cas sur cette question, je suis pas dogmatique. Ce que je vous dis là, c'est pas pour vous dire qu'il faut absolument plus écouter la tronche en biais, et les rationalistes et les sceptiques. C'est pas du tout. Non, c'est pas du tout cette idée-là. D'ailleurs, c'est intéressant d'écouter les sceptiques. Enfin, les sceptiques. Oui, les sceptiques, c'est intéressant. Mais c'est intéressant d'écouter les zététiciens et tous leurs petits jeux mentaux. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire C'est surtout parce que le sujet m'intéresse. Le sujet m'intéresse et moi-même, ce sont des questions que je creuse et auxquelles je réfléchis. Et donc quand je vois
quand je vois un lapin, je me dis c'est un lapin, voilà. Oh là là. Qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? Ah! Ah, mais cette personne est complètement irrationnelle! Ah! J'ai ouvert une page Tipeee qui vous permet de me faire un don d'argent, pas d'organes. Quoique je peux prendre les organes aussi. Mais je préférerais que vous les revendiez et qu'après vous me donniez l'argent. Enfin bref, j'ai ouvert une page Tipeee pour financer mon projet de grand pont. Ce sera un grand pont, mais contrairement à tous les ponts qui sont tout le temps ils sont horizontaux les grands ponts. Moi mon grand pont, il sera vertical comme ça. Alors je sais pas où est l'autre rive du côté vertical. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de financement. Comme ça je ferai un énorme pont, un pont vertical. Donc j'ai besoin de beaucoup d'argent pour financer ce grand pont. Si vous avez envie, vous pouvez me faire un don. Voilà. C'était ça le message. Au revoir. Au revoir. Au revoir les humains. Au revoir les êtres de l'autre côté du pont. Ah mais s'ils peuvent m'entendre avec ma caméra, ça veut dire que le grand pont c'est ma caméra. Oh mais du coup c'est nul parce que ça veut dire que le grand pont c'était une caméra. J'avais pas prévu la métaphore de cette manière. Non, on va quand même construire un grand pont, un vrai grand pont avec des pierres, c'est pas une métaphore. Avec des pierres comme ça, jusque de l'autre côté. Ça m'a l'air loin, mais on peut le faire. Au revoir!